Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs de Canal 3 Bénin, merci de nous recevoir chez vous ce dimanche. Ce numéro de votre émission dominicale, nous la consacrons essentiellement à l'actualité au Parlement. L'institution vient d'ouvrir sa première session ordinaire au titre de l'année 2024. Plus d'une vingtaine de lois seront examinées par les députés de la 9e législature. Un menu bien consistant qui sera passé en revue en 3 mois de travaux. Certaines lois suscitent plus d'intérêt que d'autres, telles que la proposition de loi spéciale portant amnistie ou abandon de poursuites judiciaires au profit de personnalités politiques pour des faits criminels, ou encore la proposition de résolution portant code d'éthique et de déontologie des députés béninois. Bien d'autres sujets tels que le code électoral, la répression des infractions de la route au Bénin, avec tous les développements qu'on connaît à cette opération ces derniers jours, n'échapperont pas à l'analyse de notre invité du jour, Armand Gansset. Bonjour. Bonjour, chers amis journalistes. Vous êtes député Bloc républicain au Parlement, siégeant pour le compte de la 9e législature. Merci pour votre disponibilité. Par les temps qui courent, c'est pas facile de mettre la main sur un politique pour une heure de discussion. C'est moi, je suis ravi d'être sur le plateau de Canal 3 Bénin pour cette émission avec vous ce matin. Voilà, je ne serai pas seul. William Clécan, bonjour. Bonjour Franck, bonjour à tous. Armand Gansset, bonjour. Bonjour, cher ami. Vice-président de la Commission Santé, Affaires sociales, Culture, Sport et Éducation, vice-président francophone du réseau des parlementaires de la CEDEAO pour la lutte contre le paludisme. Mais avant cela, vous avez occupé beaucoup d'autres fonctions dans la République, ancien premier adjoint au maire de Boïcan et ancien directeur général de la SOGEMA, une structure que vous avez dirigée quand même pendant beaucoup d'années. Parlez-nous de la SOGEMA. La SOGEMA est en voie de disparition, vous le savez bien. Mais jusqu'à présent, elle se porte bien puisque elle est dans une période de transition, puisqu'elle doit passer le témoin à l'ANAGEM, qui s'est déjà installé et qui va visiblement commencer ses activités sous peu. Et vous avez vu la dernière fois, c'est l'ANAGEM qui a lancé un communiqué relatif donc à un certain recensement qui se fait dans le marché, un certain recensement clandestin qui se fait dans le marché d'Antopa, au profit donc de l'ANAGEM. Donc l'ANAGEM a lancé un communiqué pour avertir les indélicats et qui s'adonnent à ces travaux. Donc c'est pour vous dire que la SOGEMA se porte bien. Moi j'ai laissé la SOGEMA, je n'ai pas laissé la SOGEMA, je vais déjà quitter la SOGEMA avec entre griffes un bilan élogieux, parce que jusqu'à présent rien ne m'accable. Et je me suis retrouvé à l'Assemblée nationale pour continuer à servir le peuple béninois à travers donc le vote et l'examen des lois à l'Assemblée nationale, au profit donc de nos populations. Je ne sais pas si de mon inculture de journaliste, un directeur général a duré autant à la SOGEMA. Qu'est-ce qu'on retient de la marque Gansset après toutes ces années? Ce qu'on retient de la marque Gansset après toutes ces années à la SOGEMA, c'est d'abord la rigueur, parce que moi je suis un produit du président Patrice Talon et je suis pratiquement à son image, je le copie, puisque pour aller de l'avant et pour faire avancer les choses, il faut forcément être rigoureux. De la rigueur au travail, de l'abnégation, et maintenant renflouer les caisses de la SOGEMA naturellement. Donc sous ma gestion, nous avons fait le chiffre d'affaires que la SOGEMA n'a jamais connu sous ma gestion, à travers donc le renflouement des caisses de la SOGEMA. Mais à côté de tout ça, on a eu vent des questions de soupçons, de mauvaise gestion, des grincements dedans à la SOGEMA, qui ont quand même entaché la gestion d'Armand Gansset à la SOGEMA. S'il y avait mauvaise gestion à la SOGEMA, je ne serais pas avec vous aujourd'hui, parce que s'il y a mauvaise gestion, et les instances habilitées à gérer les cas de mauvaise gestion sont toujours dans le pays, sont toujours en activité dans le pays. Je voudrais parler donc de la justice, qui est habilitée à gérer les cas de mauvaise gestion. Donc s'il y avait mauvaise gestion réellement à la SOGEMA, je ne serais pas avec vous. Je pense que le reste, ce ne sont que des spéculations. Pour le moment, peut-être. Ah bon, en tout cas, moi, c'est vrai qu'aucune gestion n'est saine, mais jusqu'à la date d'aujourd'hui, je ne me reproche rien.
Alors, facile de diriger de telles structures dans notre pays où c'est un peu difficile. Vous avez un bon monde, on dit que le monde dans les marchés, c'est pas le monde, par exemple, dans les salles de classe, c'est un monde particulier. Exactement. Au niveau donc des marchés, notamment au niveau des marchés d'Antokpa, je dois vous dire que c'est la République en miniature. Et donc pour gérer un monde, vous savez, c'est difficilement qu'on arrive à gérer une seule femme à la maison. Nos propres femmes à la maison, c'est difficilement qu'on arrive à les maîtriser. Et donc gérer cet effectif donc de femmes, de dames, de mamans, de grands-mamans, et dans les marchés, avec les humeurs, avec les tempéraments, et avec les philosophies qui ne sont pas forcément les mêmes, c'est pas facile. Il faut que Dieu reste dans cette gestion pour que vous puissiez réussir la gestion. Donc, je ne peux que rendre grâce à Dieu, puisque je ne dirai pas que c'est mon management qui a payé, mais je dois rendre grâce à Dieu pour dire que, étant donné qu'il est le grand guide, c'est lui qui m'a guidé et qui a fait que j'ai fait mes pas à la Sogema sans avoir autant de problèmes, sans avoir beaucoup de problèmes. Et je dois dire que c'est la Sogema qui m'a donné une visibilité, et c'est cette visibilité qui a fait aujourd'hui que je suis aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Toujours dans les sujets d'entrée en matière de cette émission, parlez-nous de la politique dans la 23e. Comment les choses se passent? Bien évidemment, dans la 23e circonscription électorale, la politique se porte très bien. Parce que quand on parle de politique, il s'agit donc de l'animation de la vie politique par les partis politiques, à travers les politiques. Et je peux dire que ça se passe bien, puisque vous avez toutes les tendances sur le terrain, vous avez les démocrates sur le terrain, vous avez le Blanc républicain sur le terrain, vous avez le parti Union progressiste, le renouveau sur le terrain, pour ne citer que ceux-là, parce que je voudrais citer les grandes tendances. Qui sont souvent sur le terrain et qui animent visiblement la vie politique sur le terrain. Donc je peux dire que la politique se porte très bien. Vous n'avez pas encore appris ici que quelqu'un a été empêché d'organiser un meeting quelque part dans la 23e. Ça voudra dire que ça se porte bien, parce que l'homme politique, c'est l'homme qui est dans un marketing politique permanent. Et donc, si déjà vous n'avez pas reçu des plaintes ici, selon lesquelles on aurait empêché un parti politique d'exercer ses activités politiques sur le terrain, ça voudra dire que la politique se porte bien. Mais je dois vous rassurer que la 23e circonscription électorale, c'est la circonscription électorale de prédilection du Blanc républicain. Ah oui? Bien sûr. Alors, Armand Gansé, vous parlez de la cohabitation des partis politiques dans la 23e en choisissant des mots qui donnent l'impression que tout va pour le mieux. Alors, est-ce que cette cohabitation, la façon dont vous animez la vie politique là-bas, impacte le développement des localités, de ces communes-là qui composent la 23e? Justement, vous savez, la politique et le développement vont de pair. Donc, si déjà les politiques sont sur le terrain, ça doit forcément impacter le développement donc, de la localité, dans la mesure où les politiques sont les meilleurs vecteurs de communication. Et on ne peut pas parler de développement sans parler de sensibilisation. Il faut sensibiliser la population sur les nouvelles règles, sur les nouvelles mesures prises donc par les gouvernants. Il faut sensibiliser la population sur les acquis, sur les prouesses que connaissent donc l'environnement. Donc, à travers donc les sensibilisations, les populations se rendent à l'évidence que, en réalité, quelque chose de concret se fait chez eux et chez elles, et puis elles profitent donc des sensibilisations pour rentrer effectivement dans la danse, et puis quand elles rentrent dans la danse maintenant, ça impacte le développement. Je dois terminer mes propos par un exemple. La construction d'une école, par exemple, dans une localité. Je prends une localité entre Griffes à Sémé. Et cette école doit accueillir les apprenants donc, de la localité. Il faut que les politiques aillent sensibiliser les populations pour que les populations puissent envoyer
leurs enfants dans cette école. Et donc, ça impacte le développement, parce qu'il n'y a pas de développement sans éducation. Donc, c'est pour dire que cette cohabitation impacte véritablement le développement donc, de notre localité. Que dites-vous des trains en retard, c'est-à-dire des insuffisances? Vous avez parlé des prouesses, des acquis, de tout ce qui est fait de beau. Il y a beaucoup d'insuffisances. Moi, par exemple, quand je circule dans Boycon, je sais qu'il y a beaucoup de choses à faire. Vous avez été premier adjoint au maire. Est-ce que vous êtes fier aujourd'hui de voir le niveau de développement de la commune de Boycon? Je dois dire que par rapport à hier, je suis fier de voir le niveau de développement de la commune de Boycon aujourd'hui. Parce que... Qu'est-ce qui vous rend fier alors? Ce qui me rend fier, c'est qu'il y a l'érection de plusieurs salles de classe dans Boycon. Il y a l'érection de plusieurs infrastructures socio-communautaires, notamment centres de santé et consorts à Boycon. Et tout ça, ça impacte le développement de Boycon. Par rapport à hier, si je dois faire un point à mi-parcours, je dois dire que je suis vraiment satisfait des avancées notables qui s'observent au niveau donc, du développement de Boycon aujourd'hui. Armand Ganset, vous avez dit tout à l'heure que la politique va de pair avec le développement. Bon, ça c'est un idéal, hein, parce que dans la pratique, parfois, les intrigues politiques peuvent avoir raison du développement. Boycon, le Boycon politique, Luc Atropo, son successeur, Rufino d'Almeida, quels sont les rapports? Vous savez, je dois toujours vous demander de ne pas décrypter les images ni les commentaires que vous voyez souvent sur les réseaux sociaux. En dehors donc de la comédie qui se joue au niveau donc des politiques, lorsqu'il y a les écrans, lorsqu'il y a les caméras, en dehors donc de cette comédie qui se joue, à l'interne, tout se gère dans la fraternité. Vous savez, vous jouez à la comédie devant nos caméras? Non, je ne dis pas que je joue. Non, je ne dis pas que je joue à la comédie devant les caméras. Mais très souvent, lorsque vous voyez deux politiciens en train de se rentrer dedans, devant les caméras, ne pensez pas que c'est une guerre qui s'est enclenchée et cette guerre va agir négativement ou va impacter négativement le développement de la localité. Je m'inscris en faux. Rufino doit bénéficier forcément du soutien de Luc Atropo. Je voudrais parler de l'incident qui s'était produit au stade de Boycon. Je suis sûr que c'est à cause de cet incident que vous me demandez les rapports. Mais Rufino ne peut pas gérer Boycon sans le soutien de Luc Atropo. Luc Atropo non plus ne peut pas intervenir dans Boycon sans le soutien de Rufino. C'est une complémentarité. Et puis, pour aller plus loin, je vais vous dire que nous appartenons tous à la mouvance présidentielle. Par conséquent, nous sommes tenus de rester ensemble pour travailler, pour impacter le développement de nos localités. Dans la mesure où le chantre de la rupture n'est pas dans cette logique donc de guéguerre entre partis politiques de la mouvance. Donc c'est la lune de miel parfaite là. Entre le BR et l'UP, le BR et l'UP, c'est la lune de miel parfaite. C'est pourquoi on va revenir sur ça au niveau donc des lois que nous avons votées récemment au niveau donc du code électoral. Nous avons souhaité les accords de gouvernance pour que les guéguerres inutiles qui s'entretiennent sur le terrain et qui n'arrangent ni les partis politiques, ni le peuple, qu'on puisse en découdre avec ces guéguerres inutiles. Voyez-vous, donc c'est pour vous dire qu'aujourd'hui, la dernière fois, je pense que j'ai vu ça à la télé, je crois avoir vu Luc Atropo et Rufino ensemble à Boycon, je les avais également vus ensemble à Natengu, je sais pas. De toute façon, c'est pour vous dire qu'il n'y a pas une guerre, un combat approfondi entre ces deux personnalités. Et puis, moi je vais vous dire, moi je suis avec aussi bien Rufino comme avec Luc Atropo, parce qu'il s'agit de la mouvance. Il ne s'agit pas de nos personnes, il s'agit donc de l'intérêt général. Il s'agit de l'intérêt de nos populations. Il ne s'agit pas de Ganset, de Atropo, de Rufino, de X ou de Y. Il s'agit de l'intérêt donc de la population. Et étant donné que celui qui a la clé de répartition la clé de répartition de l'intérêt général, qui est le chef de l'État, étant donné que nous sommes de son bord, nous sommes tenus de rester ensemble, de tenir le même langage pour pouvoir faire profiter nos populations les retombées positives donc, de notre fraternité
aux côtés du chef de l'État. Venons-en à nos moutons. On va parler de votre institution, l'Assemblée nationale. On a vu le président Louis Vlavono ouvrir la première session ordinaire. 24 lois, si mes notes sont bonnes, sont programmées pour être discutées au cours de cette session. En tant que député, d'abord, dites-nous ce que représente l'ouverture d'une telle session, une session ordinaire pour l'institution et par ricochet pour les populations que vous représentez là-bas. La session ordinaire, c'est d'abord une session statutaire, c'est prévu par les tests. C'est une session statutaire, donc conformément aux dispositions de l'article 87 de la Constitution et reprise par l'article 4 du règlement intérieur. Le président Louis Vlavono a effectivement procédé le 15 avril passé à l'ouverture de la première session ordinaire qui va durer 3 mois. Et donc, au cours de cette session, nous allons examiner, comme la Constitution nous la recommande, nous allons examiner les projets de loi ainsi que les propositions de loi et aussi interpeller le gouvernement sur les questions d'actualité pour comprendre comment les fonds sont gérés, pour comprendre comment ça se passe dans le pays, pour comprendre comment les choses évoluent dans le pays, parce que ça relève de notre compétence. Ça, c'est notre rôle de contrôle de l'action du gouvernement. Et donc, par rapport à notre rôle d'examen et de vote de projets de loi, nous avons sur la table 23 projets de loi émanant donc du gouvernement, parce que les propositions de loi émanent des députés, mais les projets de loi émanent donc du gouvernement. Nous avons 7 dossiers qui émanent du gouvernement et une proposition de loi qui émane donc des députés. Et je dois dire que ce n'est pas une nouvelle proposition de loi, parce que dès lors qu'on n'a pas fini d'étudier une proposition de loi, ça peut revenir. Ça peut revenir. Donc la loi relative donc, à l'amnistie, ce n'est pas une nouvelle proposition de loi, c'est une loi qui est déjà dans les murs de l'Assemblée nationale. Et donc, nous sommes là pour opiner sur ces questions au profit de la population, parce que c'est nous qui sommes appelés à outiller le gouvernement, à donner les instruments juridiques nécessaires au gouvernement afin donc de gérer nos populations. Parce que l'Assemblée nationale n'est pas dans l'acte de gestion, c'est le gouvernement qui est dans l'acte de gestion, mais l'Assemblée nationale doit accompagner véritablement le gouvernement pour que le gouvernement puisse rester dans son rôle, puisse jouer véritablement, convenablement son rôle. C'est pour cela que les sessions sont ouvertes pour pouvoir donner l'arsenal juridique nécessaire au gouvernement pour pouvoir travailler. Voilà. C'est pour cela que vous défendez si bien le gouvernement dans vos interventions, et surtout cette mandature-ci, la mouvance donne tout le temps carte blanche pour les propositions de loi. J'en vois un certain nombre ici, vous en avez énuméré aussi, donc on s'attend encore, comme d'habitude, à un match de feu vert. Si vous avez un gouvernement dont le chef tourne dos aux élucubrations et aux jérémiades et travaille véritablement, je voudrais parler des élucubrations, des jérémiades, des politiques, et travaille véritablement pour le peuple, vous ne pouvez que l'accompagner. Vous ne pouvez que accompagner un chef qui travaille véritablement pour le développement de la localité. Je dois vous dire, moi je suis un député de la mouvance. Mais laissez-moi vous dire que au niveau des traitements, que vous soyez de la mouvance, que vous soyez de l'opposition, le traitement est égal. Ça veut dire que le chef a mis de côté les chantages, les élucubrations, les jérémiades politiques pour travailler pour le peuple. Le peuple a besoin de quoi? Le peuple a besoin de l'eau, de l'électricité, des routes, des centres de santé, des infrastructures scolaires, des cantines, etc., etc. C'est de ça que le peuple a besoin. Le peuple n'a pas besoin de comment tel député a été traité en off ou de comment tel ministre a été traité en off. Donc un chef de l'État qui reste dans cette dynamique et qui est dans cette logique doit mériter forcément le soutien. Alors vous parlez un peu comme s'il faut détacher la politique des questions de développement, alors que les deux vont de pair. Justement, la fonction que nous occupons... Si vous ne managez pas bien les ressources humaines que vous avez avec vous, qui
accompagnent votre action, votre programme d'action, même qui critiquent pour vous amener à bien faire, c'est que vous passez à côté de la... Non, mais ce que je dis, écoutez, la fonction du député, c'est une fonction politique, purement politique. Oui. Et j'ai dit que c'est le député qui donne carte blanche au gouvernement pour que le gouvernement puisse rendre le meilleur à la population. Donc, si déjà la politique donne carte blanche au gouvernement, ça veut dire que les deux vont de pair. Maintenant, si la politique donne carte blanche au gouvernement et que le gouvernement paraisse et ne remplit pas ses cahiers de charges, là, on peut dire que l'Assemblée a joué sa partition, mais c'est le gouvernement qui a trébuché. Donc, je dois vous dire quelque chose. Retenez que aujourd'hui, les choses ont changé, véritablement changé. Moi, je vous parle en tant que député. J'ai été directeur général de la SOGEMA, vous l'avez évoqué tantôt. Mais je dois vous dire que quand j'étais à la SOGEMA, les contrôles s'enchaînaient. Pas forcément pour m'arrêter, mais pour me conseiller. Parce que quand on parle de contrôle, c'est d'abord les conseils. Il faut conseiller le gestionnaire pour qu'il ne déraille pas, pour qu'il n'y ait pas de dérapage dans la gestion. Parce que face à l'argent, l'homme n'arrive pas à se maîtriser. Les contrôles s'enchaînent. Dans un ancien temps, dans un passé récent, mais ce n'est pas ce qui se passait. Je dois aussi vous dire que si quelqu'un qui dit et qui affirme que par erreur, il avait mis dans son pantalon Zépété et Diakpata, et aujourd'hui, la même personne revient pour dire « Je vais encore collaborer avec le Zépété Diakpata », vous pensez qu'un gouvernement qui se veut sérieux, qui veut travailler, va tenir compte des propos de cette politique pour dire que quelque chose ne va pas? Vous avez dit hier que tel monsieur était un Zépété, un Diakpata ou bien je sais quoi. C'est-à-dire était entre griffes un élément halogène. Mais aujourd'hui, vous avez préféré faire chemin avec l'élément halogène, mais pour apporter quel résultat? Aucun résultat. Nous sommes conscients... À quoi faites-vous allusion concrètement? On va quitter l'allégorie, on va faire concret. Justement, de toute façon, c'est pour vous dire que ce gouvernement a tourné dos à nos chantages, puisque je suis aussi un politicien, à nos chantages, au chantage politique, où rien ne va. Personne n'est bon pour eux. Personne. Quand tu amènes Sabo, on va dire Sabo n'est pas bon. Zessou n'est pas bon. Bodia n'est pas bon. Demain, quand Jean va venir, on va encore dire, bon, Jean n'est pas bon, on préfère aller encore revoir Sabo. Mais dans ce mélange-là, quand est-ce qu'on va évoluer? Non, mais c'est le contexte. Vous voyez, à la fin d'un mandat, on amène un autre président, on lui fait confiance. Et quand les choses ne marchent pas, il faut avoir le courage de le dire. Pourquoi ceux qui ont le courage de dire que ça ne va pas, on doit les prendre comme des apatrides, il faut les vouer aux gémonies, pour dire que non, ils ne trouvent jamais des gens bien dans le pays. Si ça ne va pas, quelqu'un qui a le courage de le dire, c'est également sa manière de contribuer au développement d'un pays. Vous êtes d'accord avec moi que ça ne va pas dans les poches? Oui. Vous êtes d'accord avec moi que ça ne va pas dans les poches? Pas que pour les politiques, mais surtout pour les populations, parce que vous avez semblé montrer que ce sont les politiques qui font des chantages. Le peuple, lui, ces récriminations, ces cris ne sont pas chantage, c'est du vécu. Et vous savez, les récriminations, les cris sont souvent suscités par des politiques. Pas toujours. Actuellement, je dois vous dire, voilà. Non, mais écoutez, c'est relatif. C'est relatif. Et puis quand on prend le prix du maïs, par exemple, je dois vous dire que où se trouve véritablement la responsabilité du gouvernement? Les engrais ont coûté cher la saison dernière, un peu avant la mesure du ministre de l'Agriculture cette semaine. Les engrais coûtaient cher encore. Écoutez, tout est dynamique et vous voyez un peu les catastrophes aujourd'hui que connaissent le monde entier. Ça doit agir sur tous les pays. Ça doit agir sur tous les pays. Allez demander le prix du maïs au Mali ou le prix du maïs même au Sénégal. Et vous allez vous rendre compte que ce n'est pas seulement au Bénin. Le kilo coûte combien là-bas? Ici, c'est à 400-450 francs CFA. Là-bas au Togo, parce que j'ai entendu également un député déjà évoquer la question dans ce sens. Allez voir dans la sous-région ce que ça donne, le prix des denrées alimentaires. Venez comparer. Nous ne sommes qu'au Bénin. Moi, j'ai franchi les frontières maintenant. Je ne sais pas combien de mois cela fait pour qu'on m'amène aller sur le marché togolais. Venez comparer ça au prix du marché. Vous êtes au Bénin justement, mais nous sommes dans l'espace UEMOA.
où cet espace est censé donc de rester, de gérer les choses dans les mêmes normes, pratiquement. C'est l'espace UEMOA. Ce n'est pas anodin que cet espace a été créé pour qu'il y ait ce brassage entre les peuples et les politiques. Donc, c'est pour vous dire que, écoutez, nous faisons tellement de jérémiades au point où on se dit parfois, si c'est seulement chez nous que ça ne va pas. Vous voyez, au moment où on critiquait le soja, j'ai lu sur un forum où ce qui se passait au Bénin, c'était le pire qui se passait au Togo. Je crois Pourquoi on se compare aux mauvais exemples? Je vous ai dit que nous sommes dans l'espace UEMOA. La comparaison doit se faire par rapport à un autre pays. Généralement, quand on parle d'alternance au pouvoir, on dit que bon, dans tel pays, il y a une alternance. Bon, pourquoi vous comparez le Bénin au Sénégal aujourd'hui? Pourquoi vous comparez le Bénin au Sénégal? Si vous ne voulez pas qu'on compare les choses, on va laisser tomber. Vous comparez le Bénin au Sénégal par rapport à l'alternance au pouvoir. Et maintenant, dans le social, vous dites qu'on ne va pas comparer. Il faut qu'on compare pour que les gens sachent que ce n'est pas seulement au Bénin qu'il y a l'accroissement, il y a la flambée des prix des produits de première nécessité. Armand Gansé. Bon, je reviens. Tout va bien au Bénin sous Patrice Talon. Je ne dis pas que tout va bien parce que même le bon Dieu qui nous a créés a créé des estropiés, des aveugles, des riches, des pauvres. Ça veut dire que aucune gestion n'est parfaite. Aucune gestion n'est parfaite. Mais quand on parle de gestion, il y a quand même des appréciations. Il y a on a beaucoup parlé des forces, parlons un peu des imperfections. Vous, députés, qui allez à Agbanizou, à Boycon, à Abomey, écoutez le cri de cœur des Béninois, est-ce que ils ne vous disent pas qu'ils ont faim, ces Béninois? Eh bien, quand on dit on a faim, depuis que le Bénin a été créé, on n'a jamais vu un président de la République passer de porte à porte pour distribuer comment dirais-je, les mesures de riz ou bien de farine ou bien de je ne sais quoi, non. À une certaine époque, il y avait l'ONASA dans un contexte comme celui-là où le maïs est aujourd'hui très cher. Bien sûr, il y avait l'ONASA, mais nous sommes dans les réformes. Il ne faut pas forcément soutenir les structures qui étaient des structures, je ne voulais pas qualifier, mais des structures qui n'apporteraient pas de la plus-value à l'État. Il ne fallait pas soutenir ça parce que si véritablement ces structures avaient pour mission ou bien géraient directement ou bien gérer convenablement les aspirations du peuple, on n'allait pas les dissoudre. Mais ça soulageait, honorable. Effectivement, bon, enfin, moi je n'ai jamais bénéficié de l'ONASA pour dire que ça soulage. Pas vous. Mais vous aussi, peut-être. Vos militants. Vos militants de vous aussi, vous n'avez moi, j'en ai acheté à l'ONASA. En ce temps, je sais que j'ai pris des kilogrammes de maïs à l'ONASA. Oui. Je voulais en venir par rapport à la cherté donc des produits de première nécessité. Il faut aussi souligner, je vais dire, la dégradation de l'environnement, puisqu'il y a les pluies aujourd'hui qui sont rares, on ne bénéficie plus des saisons comme on en bénéficiait avant. Et donc, il faut tenir compte aussi donc, de la dégradation donc, de l'environnement. Qui doit en tenir compte? C'est l'État qui doit en tenir compte pour anticiper sur d'éventuelles situations. L'État ne peut pas appeler la pluie. Pas appeler la pluie. Mais lorsque vous avez une telle situation, vous savez que l'année prochaine, il y aura raté de pluie. Nous avons des structures de climatologie, je ne sais quoi, météorologique. Oui, il y a des indicateurs. Voilà, des indicateurs qui vont vous dire avec précision, l'année prochaine, nous aurons telle quantité de pluie. Et lorsque vous savez ça, on prend les dispositions pour que cela n'impacte pas le vécu quotidien des populations. Justement. Et gouverner, c'est prévoir. Bien sûr. Mais qui vous a dit que les dispositions ne sont pas prises? Mais là, nous sommes dedans, presque au cœur de la... Ça veut dire que les dispositions ne sont pas prises dans les pays de l'UEMOA. On parle du Bénin. Moi, je généralise parce que les frontières sont des délimitations coloniales, politiques.
Donc, moi, je ne considère pas les barrières entre les peuples et consorts, je ne considère pas. Quand vous voyez un peu les traits physiques, vous allez voir que vous, maintenant, vous ressemblez à un Sénégalais. Moi, je ressemble à un Malien, peut-être. Lui ressemble peut-être à un Nigérien. Donc, on ne peut pas dire du coup que... Armand Gansec, qui veut éviter aux questions sur la question de la cherté de la vie avec... Non, mais je n'ai jamais esquivé les questions relatives donc, à la cherté de la vie. Non. Mais je vous dis de comparer votre préoccupation par rapport à ce qui se passe au niveau donc, de l'espace UEMOA. Et là, on va retenir que peut-être qu'au Bénin, il fait mieux vivre. J'ai l'impression que c'est une consigne donnée au niveau de ceux qui doivent prendre la parole ou prendre fait et cause pour le régime, parce que l'affaire de comparaison, j'en ai déjà entendu hier seulement. Justement, moi, aujourd'hui encore, vous nous en parlez. Personne ne savait que je suis avec vous aujourd'hui. Je n'ai appelé personne pour dire que je vais à une émission. Je vais sur une émission. Non, quand il y a ce genre de situation, peut-être que vous avez des éléments de langage. Jamais. En fait, écoutez, c'est vous qui nous informez, parce qu'on suit vos émissions, on suit le journal, et on sait, ça nous renseigne sur ce qui se passe dans l'espace UEMOA et dans le monde. Donc c'est pourquoi on dit, mais c'est pas seulement chez nous que ça fait... que c'est un peu difficile. C'est un peu partout. Et c'est lié à plusieurs facteurs. Ce n'est pas seulement le facteur politique que vous mettez en exergue. Non, c'est lié à plusieurs facteurs. Mais sur le plan politique, il faut avouer que on est en train d'assainir le milieu politique. On va en venir. Armand Gansec, Okay. ne soyez pas impatients. D'accord. D'ailleurs, parlant d'assainissement du milieu politique, une proposition de résolution portant code d'éthique et de déontologie des députés béninois. Vous êtes trop capricieux, vous avez besoin d'être recadré, c'est ça? Le président de la République même est encadré. Le président de la République est encadré par... sa fonction est encadrée par les textes de la République, notamment la Constitution. Et donc, nous qui sommes députés, il faut forcément que nous soyons également encadrés. Si vous apprenez que un député peut-être commet une infraction grave, et on dit parce qu'il est député, on peut pas l'arrêter, on ne peut pas l'interpeller, qu'est-ce que ça va vous dire? Parce que vous savez, et pour être député, on ne va pas à un examen où on évalue l'aptitude morale du candidat. On ne va pas à un examen où on évalue l'aptitude morale du candidat. Donc quelqu'un peut être un beau parleur et on va le positionner sur une liste et arriver à l'Assemblée, il deviendra autre chose. Donc il faut forcément des tests pour encadrer tout ce qui concourt au bien-être ou à la gestion politique ou administrative donc des peuples. Sinon, on va dérailler. Montesquieu l'a dit. Oui, allez-y. Lorsque les dispositions de la loi ne permettent pas de contrôler les uns et les autres, là ça devient de n'importe quoi, ça devient une jungle. Et comme nous ne sommes pas des animaux, nous sommes tenus donc d'être encadrés. Pas de dispositions légales. À la faveur de cette proposition de résolution, par exemple, on aura des députés comme des élèves qui vont se rendre au Parlement aux heures où on les convoque, qui au niveau de l'hémicycle ne vont pas sortir ou être des absentéistes éternels. C'est de cela qu'il s'agit. Non, je dois vous dire que les députés sont entretenus comme les princes de la cité. Ah oui. Ah bien sûr. Ils le seront même après cette proposition de résolution, son adoption. Naturellement. Sinon, Armand Gansec, la Constitution a aussi, dans un de ses titres, encadré le pouvoir législatif comme l'exécutif. Vous avez le règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Que vous manque-t-il? Parce que Franck faisait tout à l'heure une allégorie. Est-ce que vous en demandez de trop? Vous en faites de trop? Vous avez trop de super pouvoirs? D'ailleurs, cette semaine, quelqu'un a dit que c'est parce que vous avez été arrêté pour certaines infractions au même titre que d'autres personnes que vous prenez fait et cause en tant qu'élu national pour certains faits. Est-ce que c'est parce qu'à un moment donné, quel est le diagnostic? Quel est le bilan? La situation qui amène péril dans la demeure pour qu'on dise aujourd'hui qu'on a besoin de mettre de l'éthique et de la déontologie à l'hémicycle. C'est vous qui posez des questions ici, mais je dois quand même vous rafraîchir la mémoire pour dire quel est le bilan, quelle est la cause qui amène les professionnels des médias à instaurer un code de déontologie et pour réguler un peu le secteur. Mais écoutez, vous savez, Montesquieu l'a dit,
il faut forcément encadrer le fonctionnement des hommes par des tests. Sinon, si le pouvoir n'arrête pas le pouvoir, on va se retrouver dans une jungle. Ça, c'est clair. Vous imaginez, c'est pas parce que je suis député que, par exemple, on va convoquer peut-être une séance au palais et peut-être que le chef d'État qui est là, sa tête ne me plaît pas, alors que je fais partie de la commission qui doit être présente au palais. Et le chef d'État... le palais de la Marina. Le palais de la Marina, ou le palais du gouverneur même. Et le patron, le président en exercice, peut-être que sa tête ne me plaît pas ou bien je ne partage pas forcément sa philosophie, raison pour laquelle je vais m'absenter allègrement. Alors que ce n'est pas la mission que le peuple m'a confiée. Même si je ne partage pas la philosophie du chef qui est là, je dois me rendre à la séance pour donner mon avis sur la question. Et s'il a des contretemps, on va l'obliger à... Non, pas du tout. J'ai dit que nous sommes gardés comme des princes de la cité. S'il a des contretemps, il n'y a pas de souci. Est-ce que dans nos plénières, même dans les rassemblements, vous allez constater que très souvent, tous les députés ne sont pas présents parce qu'il y en a qui sont en mission, il y en a qui sont dans les commissions de l'UEMOA, etc. Il y en a qui sont dans les réunions statutaires à l'extérieur du pays, donc, etc. Donc, il n'y a pas... Mais il faut forcément encadrer. Si on veut instaurer ce code, c'est forcément pour encadrer et pour peut-être... Vous avez dit que quelqu'un a dit la dernière fois que un député, ou bien il a nargué un député, c'est ça que vous avez dit? C'est pas nargué. On dit que c'est parce que le député est arrêté au même titre que les populations, qu'il prend fait et cause pour les populations face à des bavures. Bon, écoutez, moi je dis par rapport à ça, je ne vais pas opiner sur ça, mais je dois vous dire que peut-être dans ce code, et de ce genre de propos, peut-être seront punis si on les tient à l'endroit d'un député. Bien sûr. Et peut-être qu'on va voir aussi, on va voir la fin du phénomène selon lequel certains députés ne sont là que le jour de l'investiture ou de l'installation de la législature. Bien sûr, il y a tout ça, parce qu'il y a certains députés qui sont là le jour de l'investiture, ils sont là le jour de la décoration, et ils sont là le jour, donc, ils sont à la dernière plénière, ils sont présents à la dernière plénière. Pour percevoir les... Pour percevoir, alors que même si vous êtes absent ou vous êtes dedans, vous avez vos salaires, vous avez vos émoluments. Donc, il faut forcément être là. Nous ne sommes plus dans une république bananière. Il faut contrôler les choses. Même si vous êtes député, vous n'êtes pas au-dessus des citoyens. Seul le peuple est souverain. C'est pourquoi le pouvoir présidentiel même est encadré par la Constitution. Armand Ganset, tout le monde a les yeux rivés sur cette unique proposition de loi qui, déjà en commission, avait souffert d'un rejet, mais la plénière souveraine va en parler. On parle de la loi d'amnistie, dite des exilés politiques, des prisonniers politiques également. Quel sort est-ce que vous réservez à cette proposition de loi? Vous savez, à l'Assemblée nationale, ce sont les jeux de coulisses qui se font. Je dois vous dire parce que c'est le haut lieu en matière d'encore de politique. Donc ce sont les jeux de coulisses qui se font. Ceux qui sont dépositaires de cette loi, ils savent les comportements, ils savent les négociations, ils savent les débats qu'ils vont engager avec leurs homologues pour faire passer la loi. Mais écoutez, vous ne pouvez pas faire une proposition de loi et tourner dos à vos collègues députés, oui. députés et espérer que cette loi pourra prospérer. Parce qu'il faut quand même une majorité. C'est le comportement que les démocrates ont actuellement. Je n'ai jamais dit ça. Si la loi n'a pas prospéré, ça veut dire qu'il n'y a pas eu... des échanges aussi dans la loi. Au niveau du bloc républicain, vous n'avez pas été approché du tout par rapport à cette loi? Pas du tout. Pas du tout. Jusqu'à ce moment. Pas du tout. Alors, qu'est-ce que vous dites de cette proposition de loi spéciale? En notre sein, qu'est-ce qu'on pourra dire si on n'a pas été approché? Il faut quand même qu'on soit approché et qu'on nous explique. Ça reste un sujet dont tout le monde parle. Vous en parlez certainement aussi en votre sein. Oui, mais chez nous, ce n'est pas tout le monde parle qu'on récupère pour en parler. Non. Puisque vous avez dit que vous copiez le chef de l'État, vous êtes à son image, c'est votre idole et tout. Il a dit que même si techniquement la loi était bien ficelée, que ce n'est pas évident qu'elle passe à l'Assemblée nationale. Vous êtes dans cette logique puisque vous le copiez finalement. Et je voudrais être à son école. Et ça, je le dis allègrement parce que c'est un monsieur qui m'impacte beaucoup. Pas parce que
parce qu'il est mon mécène que je le dis, mais il m'impacte beaucoup. Parce que pour tout homme qui veut réussir dans sa vie, il doit forcément adopter une certaine posture pour pouvoir réussir. Bref, pour vous dire que le chef de l'État a parlé, mais nous on peut encore le convaincre. 7 députés peuvent le convaincre s'il y a eu des négociations à l'Assemblée nationale entre les députés dépositaires et les autres députés, leurs collègues. Nous, on peut encore aller convaincre notre chef pour dire, au regard de ci et ça, nous voudrions que vous nous donniez votre quitus pour que nous votions cette loi-là. À quels arguments seriez-vous sensibles? Non, mais on n'a pas été approché. Il faut qu'on soit approché d'abord, avant donc de trouver les éléments de langage nécessaires pour pouvoir convaincre le chef. Voilà le problème. Il faut qu'on soit approché d'abord. Lorsqu'on est approché maintenant, on va se retrouver en groupe parlementaire. Nous, on va se retrouver en groupe parlementaire entre députés du groupe parlementaire blanc républicain. Discuter donc du sujet. Une autre qualité qu'on a pu observer dans les comportements de Patrice Talon, c'est qu'il est droit dans ses bottes. Quand il dit quelque chose, il va jusqu'au bout. Il a dit, et ça je vais vous le dire. Il a dit, le chef de la mouvance, qu'on le veut ou non. Il a dit, et ça je vais vous le dire. Et il avait dit, puisque j'étais DG Sogema à l'époque, il a dit, quand vous dites qu'il est droit dans ses bottes, moi je m'inscris en faux. Il a dit, quand, à l'époque où il avait rencontré les têtes couronnées, je pense de Glodjigbe ou je sais quoi, il a dit, nous sommes des boudinam blou et timide que nous cougnons nos lekwa igudo, nos jagwa igudo. En français? C'est une preuve d'humilité totale. Je ne suis pas Dieu. Si j'entame un chantier sur lequel on constate ou bien on me conseille, on me ramène à raison pour dire par rapport à ce chantier, on ne pourra pas réussir, je rebrousse chemin. C'est une preuve d'humilité. Vous traitez le chef d'État tout comme s'il est hautain. Non. Non, pas du tout. Non. J'ai dit qu'il est droit. Et c'est pourquoi j'ai répété ça. Qu'il a adopté depuis 2000. C'est évident que Talon n'a jamais pris un chemin sur lequel il a rebroussé le chemin. Talon est droit dans ses bottes la plupart du temps. Non, mais vous ne pouvez pas dire ça. Il aboutit ses réformes. On a vu les réformes les plus impopulaires. Non, mais quand vous dites ça, jusqu'à leur thème, par exemple. Non, mais quelle réforme vous mettez dans les réformes les plus impopulaires? Ben, il y a des réformes. On va vous donner des exemples. On va vous donner des exemples. Vous avez parlé de la libération des espaces publics? Par exemple. Par exemple, c'était c'était l'expression de l'incivisme qui avait été corrigée. Est-ce qu'on va encore justifier ces choses? Donc, on passe est-ce qu'on va les justifier? Mais je voudrais juste m'assurer que il y a un petit moyen. Vous avez dit le mandat n'est pas impératif. Je dois revenir sur ça, parce que vous dites que le chef de l'État ne rebrousse pas chemin. Et là, moi je dois vous dire que ça là, par exemple... Ce n'est pas péjoratif. Même dans les bonnes voies, vous vous inventez dans la mouvance présidentielle que quand il entame, ce n'est pas le monsieur des éléphants blancs. Justement, quand on dit éléphant blanc, ça veut dire que c'est des bons projets. Mais quand le projet n'est pas bon, il rebrousse chemin. Quand c'est pas bon, il rebrousse chemin. Mais dans les bons projets, au moins, il doit avancer. Justement, il n'est pas un plaisantin, il doit avancer. Dans les bons projets, il doit avancer. Écoutez, lorsque vous restez en accord avec votre conviction, et vous êtes sûr de ce que vous entamez, et dès lors que vous allez réaliser ça sera une prouesse au profit de l'État, mais vous évoluez. C'est sous Talon qu'on n'a pas connu des logements sociaux qui ne sont pas des éléphants blancs. Mais on en attend encore, malgré le délai expiré. Faites un tour à Toba ou bien, comment vous appelez? C'est encore en construction. Vous allez voir. Armand Gansé, rassurer les Béninois, est-ce que par extraordinaire, par cataclysme, cette loi pourrait être adoptée si toutes les démarches sont faites par les amis d'en face? Quand vous parlez de cataclysme, c'est un mot très fort. Il n'y aura pas de séisme. Il n'y en aura pas. C'est un mot un peu fort. Et je veux dire que si les députés dépositaires donc de cette loi se rapprochent de leurs collègues députés et font le débat avec eux, ensemble, ce qui est sûr, nous avons trouvé des approches. Nous sommes tous des humains. Nous avons trouvé des approches. Mais lorsque les députés restent dans leur position, pensant que, vous savez, la majorité, c'est la loi du plus fort. L'Assemblée nationale, le Parlement,
c'est la loi de la majorité, c'est la loi du plus fort. Dans tous les pays du monde. Dans tous les pays du monde. Pourquoi, lorsque le président de la République ne bénéficie pas d'un parlement majoritaire, l'Assemblée met en difficulté, entrave le bon fonctionnement de l'État? C'est parce que c'est la loi du plus fort. Ben, les démocrates n'ont pas été si forts quand ils ont bloqué, disons, l'examen de la... C'est la minorité de blocage. C'est la loi du plus fort aussi. C'est la loi. La loi du plus fort. Là, ils sont plus forts parce qu'on a dit, il y a une minorité de blocage. Donc, on leur donne ce droit-là. Donc, c'est toujours là le plus fort. Là, ils sont forts. Ils sont peu. Ils ne sont pas nombreux. Mais le droit les a rendus, les tests les ont rendus forts. Alors, Armand Gansé, est-ce qu'aujourd'hui, il ne serait pas plus profitable au peuple que de vrai, par exemple, pour qu'on vote cette loi à l'Assemblée nationale pour décrisper un peu l'atmosphère politique? Parce que les démocrates, les opposants en utilisent contre vous, ils ont empoisonné les gens parce qu'ils ne sont pas de la même opinion, ce sont des prisonniers politiques, vous défendez. En tout cas, les arguments judiciaires que vous avancez souvent, ils n'ont pas été emprisonnés parce qu'ils sont des acteurs politiques pour leur position politique, mais pour des infractions commises. Et ça met un peu... l'atmosphère reste un tout petit peu invivable sur le plan politique. Est-ce que vous tous, vous n'allez pas vous entendre au Parlement pour voter cette loi, les faire sortir pour que nous passions à autre chose finalement? Je vais donner l'exemple à partir de ce studio pour dire que lorsque le chef, le patron ou bien il y a deux syndicats dans la maison, et lorsque le syndicat des plus faibles amène une disposition relative donc à la relecture du règlement intérieur de cette structure et que cette disposition, c'est vrai, ça peut arranger tous les acteurs, mais parce qu'ils sont faibles, ils ont l'habitude d'embêter les autres. Et les faibles ne viennent pas voir les autres pour dire, ben, mettons-nous ensemble pour aller voir le directeur de l'entreprise. Les autres vont dire, bon, venez, parce que votre disposition, ça nous arrange, mais venez, on va se mettre ensemble. Sachant bien que demain, eux, ils vont dire que nous sommes les faibles, et pourtant, même sans prendre langue avec vous, notre proposition a passé. C'est un peu ça. Il y a d'abord un problème de dialogue et un problème de leadership. C'est comme les enfants d'une fratrie, d'une famille. Celui qui est aîné, il est toujours aîné. Celui qui est Benjamin, il est toujours Benjamin. Même si c'est le Benjamin qui est le plus riche. C'est un peu ça. Il faut quand même aller vers l'aîné. Aujourd'hui, nous sommes 81. Mouvance présidentielle, je parle des députés de la mouvance. Nous sommes 81 contre 28. Qui sont les aînés? C'est nous. Donc, vous tracez déjà le chemin à suivre à vos... Évidemment, s'ils peuvent emprunter ce chemin, peut-être que ça va leur faciliter les choses parce qu'il faut forcément qu'il y ait une négociation, il faut forcément qu'il y ait un dialogue autour de la question pour que chacun puisse savoir véritablement ce à quoi s'en tenir. Sinon, bon, on ne peut pas rester là seulement pour dire, bon, comme c'est le délicat, je vais vous dire quelque chose. Lors du vote du budget, oui, nous avions voté ensemble, nous avions approuvé ensemble tous les budgets sectoriels des ministères. Et le budget général de l'État n'est que la compilation des budgets des ministères et des institutions de l'État. Alors que nous avons déjà voté parallèlement pour tous les budgets sectoriels, ensemble et avec les démocrates. Les observations apportées ont été prises en compte, je pense, à un pourcentage très élevé. Mais quand les démocrates voulaient s'abstenir du vote du budget général de l'État, ils n'ont pas pris langue avec nous. Ça a été une consigne. Les pratiques parlementaires... Je sais pas, quand on parle en matière de consigne, en matière de les pratiques parlementaires le conseillent cela. Et nous aussi, les pratiques parlementaires nous conservent notre position actuelle. C'est réciproque, c'est juste de ça. On va changer d'axe de discussion. Il nous reste 10 minutes pour cette émission. Oh là là. Le nouveau code électoral, ce plat que vous avez concocté, vous avez préparé malgré le contexte, avec tous les débats autour aujourd'hui. La digestion est-elle facile? Elle est bien facile parce que vous savez, entre-temps, il y avait tellement de choses qui font que
on n'arrive pas à maîtriser. On n'arrive pas à maîtriser ce qui se passe dans le pays. Ça allait dans tous les sens. Avec ce code, et je dois vous dire, moi, à l'époque où j'enseignais au lycée Fondabomé, on avait créé un mouvement ensemble avec les enseignants et j'en étais le président. Le cercle de réflexion et d'action pour le développement du zoo. Tout le monde connaît ça. Avec ce mouvement, on allait racketter les politiciens. On a fait avec Adjovi, on a fait avec Alain Aliou, on a fait avec Alarassa, etc., etc. Et c'est ça qui nous a amené à la Renaissance du Bénin, au temps donc de Rosy Vieira-Soglo, de la présidente Rosy Vieira-Soglo. C'est pour vous dire que lorsque quelqu'un est dans un coin, il crée quelque chose pour pouvoir racketter. Mais, je vous dis, tout est dynamique. Aujourd'hui, il y a ce code qui a mis fin à tout ce système-là. Vous restez dans un parti politique, vous travaillez pour le parti politique. Tout ce que moi j'ai fait à Boycon, à Bomé, à Bandidjaï environ, je le fais pour le BR. Sur la bannière du BR. Et pourtant, sur l'arène politique aujourd'hui, il y a des mouvements qui se créent, qui suscitent des candidatures. Ils finiront pas à rentrer dans... En tant que politique, qu'est-ce que cela vous inspire, malgré l'existence de national juridique qui demande désormais de recadrer les choses, de se mettre dans les grands blocs et tout pour éviter tout ce que vous venez de décrire là. Et pourtant, nous en avons chaque week-end. Dans une localité, il y a toujours un mouvement qui se crée ou qui va animer. Je vous dis qu'à l'atterrissage, ils finiront par rentrer dans les rangs. Donc, il faut le laisser. Cette question est déjà derrière nous. À l'atterrissage, ils finiront par rentrer dans les rangs. C'est les partis politiques ou rien. Donc, je vais nuancer quelque chose rapidement. Je dois apporter une clarification au code parce que vous avez reçu un collègue ici qui n'a pas pu apporter la clarification. Je voudrais parler de l'article 100, ça doit être l'article 184. Oui. Ça n'a pas été revu. Ça n'a pas été touché. L'article 184. Quelles sont les dispositions de cet article? Voilà, qui stipule que pour être éligible à l'attribution des sièges des conseillers communaux, il faut avoir un seuil de 10%. Donc les 10% sont maintenus au niveau donc, des communales. Les communales, les 20% c'est au niveau donc des législatives. Je le dis. Les seuils qui ont été fixés selon le type d'élection, il y a 15% pour parrainer les candidats, ça fait 27,4 environ, donc sensiblement 28 députés et ou maires pour parrainer le duo présidentiel. Et au niveau des circonscriptions électorales maintenant, il faut avoir 20% dans chaque circonscription électorale. Et pour faciliter les choses aux partis politiques, pour faciliter ce seuil, l'obtention de ce seuil aux partis politiques, il y a une disposition qui amène les partis politiques à se mettre ensemble pour signer un accord de gouvernance. Donc cet accord leur permet quand même de rester ensemble et d'obtenir les 20% dans chaque circonscription électorale. Mais la nuance est celle-ci. Oui. Si vous restez ensemble et vous avez les 20%, pour les calculs relatifs à l'éligibilité, enfin, au lever des sièges, Oui. vous devez avoir chacun au moins les 10% sur le plan national. C'est-à-dire que le parti X se met en accord avec le parti, signe un accord de gouvernance avec le parti Y. Ensemble, ils ont eu 20% dans toutes les circonscriptions électorales. Mais le parti X n'a pas pu obtenir 10% sur le plan national. Ça veut dire que le parti X a accompagné le parti Y à obtenir les 20% sur le plan, dans toutes les circonscriptions électorales, mais n'aura aucun député. Pourquoi? Parce que le parti n'a pas pu obtenir 10% sur le plan national. Comme tel, est-ce que c'est vraiment une avancée? C'est une avancée parce qu'on n'a pas bougé. On n'a pas touché aux 10% qui avait fait que aussi bien les démocrates comme nous et sommes à l'Assemblée nationale aujourd'hui. Paul Rupert dit que c'est du gaï, c'est de l'anarque, ce code électoral. En quoi c'est du gaz, c'est de l'anarque? Les partis qui sont populaires, les partis qui sont sur le terrain, les partis qui ont des militants partout. Si lui dit ça veut dire qu'il n'y a pas de militants partout. Les partis qui ont des militants partout ne s'inquiètent pas. Ça discipline d'ailleurs les partis politiques. Avec ça, vous ne pouvez plus aller vers les politiques pour aller les rançonner. Ça les discipline. Lorsque nous sommes un parti fort et nous sommes sûrs de nous-mêmes, nous irons aux élections espérant que nous aurons les 20% dans toutes les circonscriptions électorales. Mais pour vous qui avez passé des heures
à lire, à relire ces articles et un politique sort pour dire que vous avez fait pratiquement un marché de dupes, que c'est du GAI, c'est de l'ANAC. Qu'est-ce que cela vous dit? Il me remet pratiquement en cause l'intégrité des parlementaires. Bon, écoutez, ceux qui pensent que c'est du GAI, je ne sais pas si les pourcentages vont nécessiter ou bien auront des incidences financières. Je ne sais pas. Vous dites que vous êtes les plus populaires, n'est-ce pas? Si je suis populaire, je dois être en mesure de mobiliser les 20% dans toutes les circonscriptions électorales, dans le cas des élections législatives. Dans le cas des élections municipales, je dois être en mesure de mobiliser les 10% sur le plan national. Donc, ce n'est pas du GAI, ce n'est pas de l'ANAC. Non, ce n'est pas du GAI. Au contraire, ça permet quand même aux partis politiques, aux micro-partis. Nous avons des partis qui n'ont même pas de chef village. Il y a des partis qui n'ont pas chef village, ils n'ont pas conseillers communaux, ils n'ont rien, ils n'existent que sur papier. Et voilà des partis qui sont là. La force de proposition, ça existe dans toutes les démocraties. Oui, ça existe dans toutes les démocraties, justement, mais c'est pas à cause de cette partie-là qu'on va ramener le seuil à la baisse pour dire que bon, ces partis qui ne sont pas aussi représentatifs puissent quand même avoir des éléments dans les instances donc, du pays, non? Répression des infractions au code de la route. Dans votre circonscription électorale, il y a eu des vidéos très virales sur les réseaux sociaux. On a vu avec les dignitaires de religions endogènes. Vous voyez ce qu'il se passe au Bénin, à Natitengu, à Kwakpa, un peu partout. Le temps est parti, mais dites-nous un mot de ce que vous pensez en tant qu'élu du peuple, émanation du peuple béninois, de cette répression et de la façon dont elle est faite. Bon, peut-être de la façon dont elle est faite, sinon, moi je dois vous dire que nous allons partir donc de l'objectif global que vise la mesure. Et si on doit partir de là, on va dire que la mesure vise la protection des citoyens, ce qui relève exclusivement du domaine de l'État central, selon la Constitution. Protéger les citoyens. Ça veut dire que l'État est dans ses prérogatives. Maintenant, revenons au niveau donc de la forme d'application de la mesure. On peut revoir le format. Mais si tout de suite on jette de l'eau propre sur la police, ça ne serait pas bien. Moi-même, j'en étais victime. Par rapport à la limitation des vitesses, j'en étais victime. Ça m'a fait mal, mais j'ai accepté parce que c'est ça qui va nous corriger. Si je meurs par excès de vitesse, ça sera une perte pour l'État. Parce que mes enfants, qui va s'occuper d'eux? Donc ça sera une perte pour l'État. Donc l'État doit forcément assurer la protection de ses citoyens. Ça, c'est l'objectif global. Oui. D'accord? Donc l'État est dans cette prérogative. Maintenant, les frustrations peut-être qui s'observent dans certaines localités, et je dois vous dire que la vidéo que vous avez vue, pour le cas de Boycon, c'était un truc mal monté. Moi, je suis avec les religieux de nos pratiques endogènes, je suis avec eux pratiquement, je suis souvent avec eux. Donc c'est un truc mal monté. Je ne vais pas compter ça ici. Bon, ça passe. Maintenant, pour les cas qui sont enregistrés un peu partout au Bénin, on doit dire que parfois, c'est lié à nos émotions. Il faudrait pas savoir que même si toi tu es dans ton véhicule et qu'il pleut et qu'en voulant dépasser un Zémidiaman, tu passes dans l'eau et que l'eau flotte ce Zémidiaman, vous n'allez pas savoir les injures auxquelles on est rapidement assujetti. Donc, il y a une question de morale et de moralité qui se pose. Aussi bien au niveau de la police, au niveau de certains agents de la police et au niveau de certains citoyens. Bon, ils ont dit casse. Moi, je vais porter ça pour voir ce qui va se passer. Ils ont dit le port de casse. Moi, je ne porterai pas ça pour voir ce qui va se passer. C'est ce que disent vos militants? Non, nos militants portent les casses. Hein. Nous, nos militants portent les casses. Ça peut-être, le policier doit savoir que parfois, ça peut être un oubli. Il peut y avoir une situation qui peut amener un citoyen à oublier, peut-être que sa femme vient coucher à l'hôpital, peut-être qu'il y a une situation qui peut amener le citoyen à oublier
son casque à la maison. Là, il faut arrêter gentiment la personne, la sensibiliser. Monsieur, vous savez qu'on doit porter le casque. Pourquoi vous n'avez pas fait ça? Si vous sensibilisez une fois, vous allez sensibiliser 2 fois, 3 fois et ça y est. Non, il faut qu'il y ait la méthode. Dans l'application de toute disposition, on doit forcément mettre de la méthode. Dans l'application de toute disposition. Parce que, aujourd'hui, quand vous prenez une ville comme Cotonou, aujourd'hui, vous allez constater que presque tout le monde y est au pas. On a déjà cette culture-là. Hein. Vous sortez sans votre casque, ça veut dire que quelque chose... Ça résonne toujours des motos. Justement, ça veut dire que c'est des cas isolés. C'est des cas isolés. Ce n'était pas autant de motos à résonner comme les débuts. Donc, pour vous dire que nous ne sommes pas au-dessus de la loi. Néanmoins, certains policiers doivent revoir leur méthode ou leur comportement vis-à-vis des citoyens. Parce que c'est ça qui déclenche les passions et qui fait que les gens tentent quand même d'affronter les policiers. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a parmi les policiers, il y en a qui sabotent un peu l'opération dans une forme d'extériorisation de leur disons de leur frustration à cause de la fusion, etc. Voilà, je ne dirais pas non, hein. Je ne dirais pas non, tout est possible parce que parfois vous voyez des scènes lugubres qui vous dérangent. Vous voyez le policier qui est rentré dans un bus, on ne dirait pas qu'il n'a pas pensé à ses enfants. Mais qu'est-ce qui peut l'amener à rentrer dans un bus qui est en circulation? Le véhicule a un numéro. On peut prendre le numéro, on peut photographier le numéro, envoyer ça au commissariat de police de proximité pour être raisonné. Mais on reste dans le véhicule alors qu'il y a des personnes dans le véhicule. Donc il y a un problème de moralité. Vous savez, ce n'est pas tous ceux qui sont dans la police aujourd'hui qui sont dotés de bonne moralité. Si tel était le cas, les gens n'allaient pas outrepasser les mesures pour se retrouver derrière les barreaux. Cher invité, on va conclure cette émission. Et pour conclure, je voudrais vous remercier pour l'honneur qui m'a été fait par vos soins. Et je voudrais demander à la population béninoise de savoir que les données ont changé. Nous devons nous mettre au pas pour pouvoir non seulement respecter les dispositions légales prévues par les tests, et ce faisant, nous protégeons nos vies, celles de nos enfants et celles de nos familles. Parce qu'une personne décédée est une perte pour la nation. Voilà. Armand Gansset, député à l'Assemblée nationale, merci d'être venu par ici. Merci à vous, Franck. Mesdames, Messieurs, merci. Merci à toute l'équipe de réalisation. À dimanche prochain.